Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre sujet, la souffrance, elle ne rend pas plus fort, elle rend plus conscient ou plus dur. On entend très souvent que les épreuves rendent plus fort. C'est presque devenu une évidence culturelle. Pourtant, quand on observe ce qui se passe réellement sur le terrain, on voit autre chose. Certaines personnes traversent des ruptures, des difficultés financières, des échecs professionnels et en ressortent pourtant plus claires, plus stables, parfois même plus calmes intérieurement. Et d'autres vivent des situations comparables mais deviennent plus fatigués intérieurement, prennent moins de risques et se ferment progressivement. Ce qui est intéressant à observer dans ces situations, c'est que la différence ne tient pas à la gravité de ce qui a été vécu, elle tient à ce que les expériences produisent sur la posture. On le voit très concrètement dans la manière de décider, dans la façon d'entrer en relation, dans la capacité à garder de la clarté sous la pression. Autrement dit, ce ne sont pas les événements qui font la différence, mais la manière dont ils sont interprétés. Et pourtant, malgré ça, on continue à entretenir une confusion. On pense que la souffrance, à elle seule, serait transformatrice. Comme si traverser quelque chose de difficile suffisait à devenir plus mature. Comme si la douleur était par nature structurante. Bien que ce qu'on observe, c'est exactement l'inverse. Sans cadre, une épreuve a plutôt tendance à durcir qu'à structurer. Cette mécanique est bien documentée. Le système nerveux ne cherche pas la croissance, il cherche d'abord la sécurité. En situation de stress prolongé, sans cadre de régulation, le cerveau privilégie la protection plutôt que l'apprentissage. C'est ce que montrent notamment les travaux en neurosciences du stress, ainsi que la théorie polyvagale. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que jamais les gens n'ont autant eu d'outils pour comprendre ce qu'ils vivent. Et pourtant, face à l'épreuve, la confusion reste massive. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de volonté, mais parce qu'on leur a rarement transmis des grilles de lecture structurantes. Donc en réalité, le vrai sujet, ce n'est pas la souffrance. Le sujet, c'est la structure avec laquelle la souffrance est traversée. Et c'est ce point précis que je voudrais clarifier aujourd'hui. Non pas pour expliquer comment aller mieux, mais pour comprendre pourquoi certaines épreuves élèvent alors que d'autres enferment. Donc, dans cette première partie, on va aborder les douleurs et les confusions. Il y a une confusion que je rencontre très souvent, quel que soit le milieu dans lequel elle se produit. Des personnes très différentes, avec des parcours très différents, font la même erreur de lecture. Elles confondent deux choses. Vivre une épreuve et en tirer quelque chose. Comme si le simple fait de traverser une difficulté suffisait à produire une transformation. Ce que j'observe régulièrement quand même, c'est des personnes qui ont traversé des situations difficiles, parfois lourdes, et qui pourtant restent bloquées au même endroit intérieurement. Elles ont vécu quelque chose, mais rien n'a réellement été intégré. Le temps a passé, l'événement est derrière, mais la lecture intérieure, elle, n'a pas évolué. Ce qui est intéressant à observer, c'est que les effets de cette confusion ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles apparaissent plus tard, de manière indirecte. On voit par exemple une fatigue décisionnelle, des hésitations récurrentes, une tendance à surcontrôler ou au contraire à se retirer. Dans les relations, ça se traduit souvent par plus de méfiance, moins de souplesse, moins de capacité à coopérer sereinement. Et pourtant, cette situation est presque toujours mal interprétée. La plupart du temps, on pense que si les épreuves continuent à peser, c'est qu'il y a un manque quelque part. Un manque de force, un manque de résilience, un manque de capacité à passer à autre chose. Autrement dit, la souffrance est lue comme un défaut ou comme un retard de compréhension. Or, cette lecture est connue quand même depuis longtemps. En psychologie, on sait que vivre une expérience ne suffit pas à en tirer un apprentissage. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité d'intensité vécue, mais la capacité à donner du sens à ce qui a été traversé. Tant que ce travail de sens n'est pas fait, l'expérience reste active intérieurement, même si l'événement est terminé. Cette lecture a un impact direct sur la posture du leadership. Elle fragilise l'autorité intérieure et elle installe une attente irréaliste, celle que la difficulté devrait à elle seule produire, la maturité. D'ailleurs, quand ce n'est pas le cas, la personne doute d'elle-même plutôt que de remettre en question la lecture réelle
de la situation qu'elle a traversée. Si on la regarde autrement, on voit que le problème n'est pas l'épreuve. Une épreuve ne structure rien par elle-même. Elle met simplement en tension ce qui existe déjà. Le rapport au contrôle, à l'identité, à la valeur personnelle. Elle révèle une structure. Elle ne la crée pas. Maintenant, je vous propose un exercice pratique pour un repère simple à ce stade. Quand une expérience reste floue dans votre esprit, c'est pas qu'elle est trop douloureuse, c'est souvent qu'elle n'a pas encore été structurée. La bonne question, c'est pas pourquoi ça m'est arrivé, mais qu'est-ce que ça a déplacé ou rigidifié dans ma manière d'agir? Qu'est-ce que ça a changé en moi? Ce qui entretient cette confusion, c'est aussi l'idée qu'il faudrait tourner la page le plus vite possible. Vouloir refermer trop tôt une expérience empêche précisément de comprendre ce qu'elle est venue nous révéler. C'est pas le fait de rester bloqué qui pose un problème. C'est le fait de ne pas savoir quoi regarder dans cette expérience. Et c'est précisément pour cette raison que certaines expériences deviennent avec le temps des points d'appui, tandis que d'autres deviennent des points de crispation. La différence ne tient pas à ce qui a été vécu, mais à la manière dont cela a été lu, compris, intégré, structuré à l'intérieur de nous. Cette mécanique est particulièrement visible dans un type de situation très précis. Et c'est souvent là que la structure relationnelle apparaît le plus clairement. C'est ce que nous allons explorer dans cette deuxième partie à travers 3 leviers différents. Le premier levier que je veux vous transmettre, le cœur brisé comme révélateur de structure relationnelle. Lorsqu'une relation se termine, ce n'est pas seulement un lien qui se rompt. Très souvent, c'est toute une organisation intérieure qui se fissure. Et ce point-là est largement sous-estimé. Ce que j'observe très régulièrement, quel que soit le milieu, quel que soit le niveau de responsabilité, c'est que la rupture relationnelle agit comme un révélateur. Chez certaines personnes, elle entraîne une clarification assez rapide. Chez d'autres, elle déclenche au contraire une fermeture progressive. Plus de méfiance, moins de souplesse relationnelle, une tendance à se protéger davantage. Malgré ça, ce qui est intéressant à observer, c'est que ces effets ne sont pas toujours reliés consciemment à la rupture elle-même. On les retrouve plus tard, ailleurs, dans d'autres situations. Par exemple, dans la manière d'entrer en relation, dans la difficulté à faire confiance, dans une vigilance permanente, parfois même excessive. Progressivement, les relations se rigidifient. Les échanges deviennent plus contrôlés, la coopération devient plus prudente. C'est d'ailleurs pour cela que dans les parcours de leadership conscient, le travail relationnel précède toujours le travail stratégique. Dans une posture de leadership, ces effets ont des conséquences très concrètes. On observe par exemple une difficulté à déléguer, une méfiance diffuse, une tendance à vouloir garder la main sur ce qui pourrait être partagé. Non pas par manque de compétences, mais par besoin de sécurité relationnelle. La plupart du temps, cette situation est mal interprétée. On pense que la rupture a simplement fait mal, qu'elle a laissé une blessure affective. Et on cherche à tourner la page, à se renforcer émotionnellement, à se protéger davantage. Mais en fait, ce n'est pas exactement ce qui se joue. Si on regarde la situation autrement, d'un autre angle, on voit que le cœur brisé ne parle pas seulement d'amour. Il parle d'attachement, de projection, parfois de dépendance identitaire. Les travaux sur l'attachement montrent d'ailleurs que la rupture active surtout des mécanismes de sécurité plus que des mécanismes affectifs. Ce qui se dérègle, ce n'est pas l'amour, c'est la capacité à se réguler dans la relation. Ce qui se fissure, ce n'est pas seulement le lien à l'autre, c'est l'image de soi construite dans la relation. Tant que cette lecture et que cette compréhension ne sont pas faites, l'expérience se répétera sous d'autres formes. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas la rupture qui marque durablement, c'est l'interprétation qui est faite dans les semaines qui suivent. Et c'est exactement la même mécanique que l'on retrouve dans une autre situation clé. Lorsque la sécurité matérielle ou professionnelle vacille. Et c'est là qu'on va explorer notre deuxième levier. Le manque matériel comme révélateur par rapport à la sécurité. C'est un mécanisme qui ne s'arrête pas aux relations.
On le retrouve de manière tout aussi claire lorsque la sécurité matérielle ou professionnelle commence à être en danger. Les périodes de manque, financiers, matériels, professionnels, produisent presque toujours les mêmes effets visibles, peu importe le secteur, peu importe le niveau de responsabilité ou l'expérience de vie. Ce que j'observe assez régulièrement, c'est que le manque agit comme un accélérateur. Soit il révèle une capacité d'ajustement réelle, soit il déclenche une crispation intérieure. Des décisions qui deviennent plus rapides, parfois trop rapides. Le besoin de contrôle augmente en permanence et la peur de perdre prend progressivement plus de place. Ce qui est intéressant à observer dans ces situations, c'est que les effets les plus impactants ne sont pas toujours visibles immédiatement. On observe, par exemple, une fatigue décisionnelle, des difficultés à prioriser, une perte de clarté dans les arbitrages. À terme, ça signifie que les relations créent des tensions inutiles et appauvrissent la qualité des échanges. Par exemple, dans une organisation, ces mécanismes ont des conséquences très concrètes. Les décisions deviennent plus court-termistes, la vision se réduit, les arbitrages se font sous pression, non pas par manque de compétences, mais parce que le besoin de sécurité prend le dessus. Et la plupart du temps, ces situations sont interprétées comme des problèmes liés à l'argent. On pense que le manque pousse à l'action. En réalité, il pousse surtout à la précipitation. Plusieurs travaux montrent que la perception de rareté réduit temporairement les capacités cognitives. Concrètement, le champ intentionnel se rétrécit et la vision long terme disparaît. Et c'est cette précipitation qui est souvent confondue avec de l'efficacité. Petit exercice pratique. Un repère simple que vous pouvez avoir. Quand tout devient urgent, c'est pas que la situation s'aggrave, c'est que votre sécurité intérieure est sollicitée. Dans ces moments-là, ralentir n'est pas un luxe, c'est une condition de lucidité. Et c'est là que la lecture de la situation change. Si on regarde cette situation autrement, par un autre angle de perception ou de compréhension, on voit que le manque n'est pas le problème d'argent. Mais il révèle par contre le point exact où la sécurité intérieure a été externalisée. Tant que ce point n'est pas identifié, la pression à l'intérieur augmente et les mêmes schémas se répètent. C'est donc pas la situation en elle-même qui enferme, mais la manière dont la sécurité intérieure est recherchée à l'extérieur. Le manque ne révèle pas un défaut de stratégie, il révèle un rapport au contrôle et donc à soi-même. Et cette même mécanique apparaît encore une fois de manière très nette lorsqu'une trajectoire échoue. Et c'est ça le troisième levier qu'on va aborder maintenant, l'échec comme révélateur de la posture. Lorsque la sécurité est fragilisée, une autre situation vient cristalliser les tensions. C'est le moment où la trajectoire échoue. Donc l'échec est très souvent interprété comme un défaut de compétence. Mais dans la majorité des cas, c'est pas vrai. Ce que j'observe très régulièrement, quel que soit le milieu ou le niveau de responsabilité, c'est qu'en réalité, l'échec touche rarement à la compétence réelle. Les personnes savent faire, elles ont des ressources, elles ont de l'expérience. Mais pourtant, quelque chose bloque. La trajectoire ralentit, la vision est moins claire. Les décisions deviennent plus hésitantes. Et ce qui est intéressant à observer ici, c'est que les effets les plus visibles ne sont pas toujours les plus déterminants. En réalité, on observe surtout une atteinte à l'image de soi, une perte de lisibilité de soi, d'une situation, des autres même parfois, une difficulté à se positionner clairement. Progressivement, la posture s'affaiblit, les décisions se sont repoussées et l'autorité devient moins stable. Dans une posture de leadership, cet affaiblissement a des conséquences directes. Il devient plus difficile d'assumer une direction, plus complexe de trancher sur une situation, plus risqué de tenir une vision. Non pas parce que la personne ne sait pas faire, mais parce que cette posture intérieure est fragilisée. La plupart du temps, l'échec est lu comme une disqualification personnelle. Et dans une organisation, l'échec mal intégré affecte moins la compétence réelle que la crédibilité perçue. Et cette crédibilité repose presque entièrement plus sur la posture
que sur un CV en réalité. On pense avoir perdu en légitimité, on doute de sa place, on remet en cause sa capacité à porter le rôle pour lequel on est là. Et c'est souvent à ce stade que les personnes cherchent non pas une solution, mais un cadre pour se réaligner. Et c'est d'ailleurs à cet endroit-là que le mentorat et l'aide que je vous propose devient intéressant. Mais si on regarde la situation autrement, on voit que l'échec révèle surtout un décalage entre ce qui est porté intérieurement et ce qui est incarné extérieurement. Tant que ce décalage n'est pas travaillé, les mêmes scénarios se répètent. L'échec n'est donc pas un signal d'incompétence, mais un indicateur de posture. Alors l'échec devient toxique lorsqu'il est interprété comme une disqualification personnelle. Si on prend un peu de recul sur ce que nous venons de traverser, on voit que ces 3 situations racontent toujours la même chose. Que ce soit les ruptures relationnelles, les périodes de manque, les trajectoires qui échouent, elles n'élèvent pas par défaut, elles mettent à nu une structure intérieure, souvent invisible, tant que tout va bien. Ce que j'observe assez régulièrement, quel que soit le milieu ou le niveau de responsabilité, c'est que 2 personnes peuvent vivre des expériences comparables et en ressortir profondément différentes. Pas parce que l'une est plus forte que l'autre, mais parce que la lecture intérieure n'est pas la même. Ce qui est intéressant à observer, c'est que les effets de cette lecture ne sont pas immédiats. Ils se manifestent dans le temps, dans la qualité des décisions, dans la stabilité relationnelle, dans la manière de transmettre ou de diriger. Ainsi, progressivement, une posture se construit ou se rigidifie. La plupart du temps, on continue pourtant à croire que la difficulté devrait à elle seule produire de la maturité. On confond souffrance et structuration. C'est pas la souffrance qui transforme, c'est le cadre avec lequel elle est intégrée. Sans cadre, les épreuves durcissent. Avec un cadre conscient, elles affinent la posture, la décision, la transmission. Le leadership conscient ne se construit pas à partir de la douleur, mais à partir de la manière dont elle est travaillée intérieurement. Ce que confirment d'ailleurs les recherches en neurosciences, c'est que le cerveau apprend par intégration progressive, pas par le choc. Alors un petit tips d'intégration. Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, ce serait peut-être celle-ci. Toute expérience non intégrée finit par se répéter. Toute expérience structurée devient un point d'appui. Si ce que je décris vous parle, prenez-le comme un repère, pas comme une injonction, pas comme quelque chose à corriger immédiatement. Observez simplement ce que certaines expériences ont réellement structuré chez vous et ce qu'elles ont peut-être endurci. Le leadership conscient ne se construit pas à partir de ce que l'on traverse, mais à partir de ce que l'on devient capable de porter sans se trahir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et dites-moi en commentaire dans quel levier vous vous reconnaissez le plus. Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine étape de transformation. Bye bye!